Dans le cadre de cet événement très important au niveau international organisé par la Fédération française de généalogie, je vais faire un petit résumé sur un travail que je présentais à l'Académie internationale de généalogie à Varsovie, en Pologne, l'année dernière, en 2019, sur l'étude historico-généalogique, les lignages de Lagoublé, Olymphe de Montmirail, dans la dynamique Europe-Amérique latine et les Caraïbes en général et au Costa Rica en particulier. Quand on essaye de dissocier nos ancêtres directs dans une grande base de données généalogiques, on doit tout d'abord avoir à l'esprit les mentalités, les ressemblances du point de vue de l'histoire et de la sensibilité partagée au terme d'identité culturelle et procéder à le classer par affinité. Dans l'énorme chaîne d'ancêtres étudiés sur notre lignage de Lagoublé, nous verrons ressurgir des émigrations aussi lointaines que proches à nos destinées, qui viennent compléter d'études globales des différentes alliances matrimoniales qui nous ont précédés. Enfin, la culture, la religion est tout un patrimoine intangible partagé en Europe pendant des siècles va nous accompagner dans la construction de nouveaux paradigmes de société où la descendance des milliers d'ancêtres communs devient un véritable patrimoine historico-généalogique des lignages concernés. Si nous nous plaçons dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui avec cette extrême mobilité des lignages, nous ne pouvons que nous étonner de l'énorme ressemblance que l'on trouve dans nos recherches. C'est dans cette direction qu'iront mes efforts de synthèse tout au long des siècles. En particulier, il y a eu tout au long de l'histoire des grands bouleversements d'anciens lignages de compagnons de Guillaume le Conquérant depuis la bataille de Hastings en 1066. Au fur et à mesure que le temps passe, 1000 ans plus tard, nous allons retrouver des anciens tiges de lignage européens qui ont pris la décision de traverser l'Atlantique pour venir s'intégrer dans la mesure du possible dans une nouvelle famille du XXIe siècle. Par l'effet des guerres mondiales au XXe siècle, nous allons recevoir au Costa Rica certains ressortissants européens partant des familles autrefois régnantes, comme c'est le cas du prince de Prusse, dont un fils Alfred von Hohenzollern fut un membre fondateur de l'Académie costaricienne des sciences généalogiques en 1954, dont j'étais le président plus tard de 2007 à 2013. Un certain nombre d'autres familles nobles d'origine européenne se sont également installées au Costa Rica, telles que la famille noble de Bornemisza, hongroise, dont le fils aîné, le baron de Bornemisza, a été également membre de notre académie. Par ailleurs, nous avons également pu trouver de très anciens lignages d'origine espagnole que, sous l'égide de Charles Quint, sont venus de Castille et Léon, particulièrement de Valladolid et des anciennes communautés castillanes qui se sont illustrées dans les deux partis opposés lors de la révolte de Villalar en 1521. En effet, je viens de terminer un livre en espagnol sur l'importance dans l'histoire de la région de nombreux lignages nobles castillans ayant également participé à une série d'événements et de révoltes en Amérique du Sud, le Paraguay, Pérou, Bolivie, le Venezuela et la Colombie, qui nous ont permis de comprendre que les idées sur le droit de l'homme étaient déjà formulées lors du concile provincial de Charcas, actuelle Bolivie, célébré en 1776, quelques années avant la Révolution française de 1789. Parmi ces nombreux lignages castillans, j'étudiais l'ascendance des ancêtres nobles de ma mère Ana Isabel Rodríguez Quirós,
originaire de Valladolid dans le royaume de Castille et Léon. L'Amérique latine et les Caraïbes reçoivent, tout au long de l'histoire, l'apport des familles nobles de plusieurs pays européens qui se sont fondus avec les linages portugais et espagnols. On pourrait dire qu'il y a eu peu de pays dans cette région qui ne disposent pas dans leur mémoire la présence des lignages nobles européens, comme on pourrait aussi dire que lors de ce dernier millénaire en Europe, nous avons dû suivre de près les nombreux mouvements de dynasties qui ont digéré l'Europe entière suite au démembrement de l'Empire romain, ayant permis la fusion des lignages anciens avec des lignages locaux sur les routes de conquête et des changements de frontières des seigneuries médiévales. En effet, lors de la 10e réunion américaine de généalogie célébrée à Santiago de Compostelle, en Espagne, en l'an 2000, j'ai présenté une communication montrant l'ascendance de 188 présidents de la République de l'Amérique latine et des Caraïbes qui descendaient du Capé. Par contre, dans le cadre de cette communication, j'essaierai de me situer autour d'un grand événement qui a marqué l'histoire de l'Europe continentale et insulaire, que sous l'égide de Guillaume le Conquérant a marqué profondément l'histoire de ce dernier millénaire jusqu'à nos jours. Pendant longtemps, l'information érudite des archives britanniques n'était tellement connue que, comme nous ne pouvons le connaître aujourd'hui, grâce à l'effort des chercheurs et des spécialistes de langue et de l'histoire médiévale, ainsi que le service online pratiqué par l'Archive nationale britannique, que j'ai eu la satisfaction de consulter dès le Costa Rica. Nous allons voir maintenant les difficultés que l'on peut trouver pour découvrir l'origine des anciens lignages avant 1066. Pour de nombreuses familles de Bretagne qui descendaient des compagnons nobles de Guillaume le Conquérant, elles rencontraient de grandes difficultés pour découvrir les noms patronymiques et l'identité des lignages qui se cachaient derrière les nouvelles appellations avec consonance britannique. Le cas du lignage de Lagoublé en Bretagne. C'est bien le cas du lignage de Lagoublé en Bretagne qui, au XIIIe siècle, avait des difficultés d'identifier qui étaient ces Jean comte de Melsa ou Melceau, seigneur de Lagoublé, époux de Marguerite de Tournemine, dont nous descendons et qui n'avait pas permis à mon grand-père Joseph de Lagoublé de Menorval, historien, généalogiste, juriste, bancaire, auteur d'un excellent livre publié en 1897, grand spécial sur Lagoublé, et de notre cousin Eugène de Lagoublé de Menorval, grand spécialiste de l'histoire de Paris, qui n'ont pu résoudre l'énigme. Ce n'est pas unique car la même difficulté persiste dans d'autres anciens lignages bretons, normands ou autres qui requièrent d'un effort coordonné entre les historiens généalogistes français et britanniques. Un des grands problèmes que les chercheurs contemporains rencontrent au moment d'aborder en profondeur ce sujet est le fait de devoir constater le manque de consensus des historiens spécialisés sur une liste complète ou presque complète des compagnons de Guillaume le Conquérant ayant combattu à la bataille de Hastings 1066. Bien que nous ne disposons aujourd'hui des trois listes les plus connues, la liste de l'abbaye de Brattle, la liste de Dives-sur-Mer et la liste de Falaise, d'autres lignages présents dans la tapisserie des Bayeux et des efforts documentaires effectués par certains lignages qui avaient une certaine tradition familiale d'y avoir participé, nous nous sommes trouvés à ce moment-là dans la nécessité de devoir changer quelques paradigmes et quelques détails sur la méthodologie utilisée jusqu'à présent, qui nous a obligés de partir du particulier vers le général et de reconstituer les longs parcours des lignages
qui venant de cette époque de la Grande-Bretagne ont bénéficié des récompenses que Guillaume le Conquérant leur avait bien voulu accorder, sans y penser qu'ils allaient laisser dans l'oubli leur ancien patronyme qui identifiait préalablement leur lignage connu dans le royaume de France. Partant de recherches des historiens spécialisés dans les dernières années, qui, grâce à la collaboration des diverses universités françaises et britanniques, nous ont permis de pouvoir disposer de publications très érudites et un certain nombre de nouvelles découvertes, comme par exemple que l'aile gauche de l'armée de Guillaume le Conquérant était composée par des Bretons. En effet, M. Claude Join Roussel, auteur du livre La mainmise de Bretons sur le Limousin-Périgord, 1274-1522, nous indique que lors de l'invasion réalisée par Guillaume le Conquérant en Angleterre, il avait de nombreux seigneurs bretons qui, depuis la bataille d'Hastings, avaient reçu en récompense par ses services des fiefs tant en Angleterre comme en France. Nous avons adopté comme méthodologie de partir du connu vers l'inconnu. Et nous avons pensé qu'il était important que dans le cadre de l'univers de lignage existant au début du XIIIe siècle, nous ne puissions avancer en arrière avec l'aide de l'héraldique qui pourrait nous faciliter la compréhension des origines du lignage de Lagoublé. Nous allons voir l'analyse de liste de compagnons de Guillaume le Conquérant et leur relation avec les linages de Lagoublé. Quand on examine en détail les patronymes y mentionnés, nous ne pouvons que constater que ne sont que seuls quelques patronymes ayant été portés par les représentants des lignages présents à la bataille d'Hastings. Nous avons par ailleurs qu'après la victoire d'Hastings, les familles des compagnons ont fait venir en Angleterre ces familles qui étaient restées en France, ce qui rend la tâche plus difficile de savoir réellement qui sont venus de ceux ayant participé à la bataille de Hastings en 1066. Cependant, nous rencontrons un certain nombre de hauts lignages du royaume de France, dont descendent les membres actuels du lignage de Lagoublé, ainsi que des lignages apparentés avec les seigneurs compagnons de Guillaume le Conquérant. Cependant, pour vérifier la descendance des compagnons et des lignages venus en Angleterre par la suite immédiate, nous avons dû procéder à faire appel à l'héraldique et à la prosopographie comme science auxiliaire de la généalogie. Le recours à l'héraldique. Nous avons choisi comme date pour commencer nos recherches l'année de 1206, car cette date est très significative pour la Bretagne en général et pour la maison de Lagoublé en Bretagne en particulier. Plusieurs événements antérieurs à 1206 ont une importance capitale pour le développement de la noblesse bretonne. D'abord, l'invasion des Normands et des Bretons en Angleterre, qui a donné lieu à la célèbre bataille d'Hastings, ensuite les croisades, qui se sont déroulées tout au long du XIIe et XIIIe siècle, auxquelles activités la noblesse bretonne s'est vue convoquée. Enfin, après un siècle de domination de la dynastie des Plantagenets sous Henri II, le roi de France Philippe Auguste et son fils Geoffroy se donnent à la tâche de récupérer les territoires occupés et restaurer l'Empire français. Par conséquent, nous sommes en présence, en 1206, d'une noblesse bretonne qui sortait de ces événements assez affaiblie et diminuée en termes quantitatifs, en face d'une nouvelle noblesse qui s'apprêtait à remplacer les membres des lignages bretons qui n'avaient pu revenir à sa terre ancestrale. Par ailleurs, l'ancienne noblesse descendante de Nominoé, roi des Bretons, semblait être assouplie, et certains lignages bretons, y inclus certains descendants de rois bretons anciens, se sont vus reconnaître par les conquérants de l'Angleterre des fiefs
Ultramanche, d'autres recevaient des anciens fiefs en Normandie, Bretagne, dans le Poitou et ailleurs, prenant parfois comme nom patronymique le nom de nouveaux fiefs acquis, et sans le vouloir, ils ont occulté leurs anciens noms patronymiques. Cette réalité qui touche plusieurs lignages anciens de Bretagne permettra en outre, avec l'entrée de Philippe Auguste en Bretagne en 1206, de distribuer parmi ces nobles qui lui accompagnaient de nouveaux fiefs en Bretagne. Plus tard, après la domination anglaise avec Henri II Plantagenet et son fils Geoffroy, et des victoires obtenues contre Jean sans Terre, roi d'Angleterre, Philippe Auguste, roi de France, profita d'étendre son pouvoir en Bretagne et de réussir le mariage d'Alice ou Alix, héritière de l'ancienne famille ducale autochtone, avec un prince connu par son entière dédication à la couronne du roi de France, Pierre de Dreux, élevé à la cour et compagnon de jeu du futur Louis VIII. Avec cette incursion en Bretagne, Philippe Auguste fait venir avec lui en 1206 plusieurs seigneurs féodaux d'autres régions de frontières avec la Bretagne, du Poitou en particulier, pour faciliter l'instauration du nouveau duc de Bretagne, Pierre de Dreux, connu comme Mauclerc. Il est évident que les branches cadettes avaient au besoin de différencier les unes des autres, des branches aînées, par des brisures. En effet, les frettés, pour être considérés dans cet arcan comme une brisure, portée par une autre branche cadette qui abandonnait l'utilisation des armes primitives conservées par les branches aînées. La bande d'azur vient à jouer plus tard, dans notre cas, le même rôle que l'effreté quelques siècles avant. En effet, l'effreté a été utilisé dans l'héraldique du Moyen-Âge comme brissure, cotis et recotis, et on a pu trouver dans le cas de la famille de Lamoussé, qui porte également un fretté, comment leur ancêtre descendait d'un 8e fils du comte Guillaume de Penthièvre, dont les descendants auraient reçu un blason en brissure, en sa qualité de fils cadet, très différent des armes originales de la maison de Penthièvre. Nous pensons qu'une situation semblable aurait pu être le cas de la maison de Lagoublé. Par conséquent, les frettés pouvant être en soi une brissure qui cache l'origine d'une autre famille antérieure, nous pose bien des difficultés mutantis mutandi pour savoir qui était à l'origine de la maison de Lagoublé avant 1206. Nous sommes tenus de poser ce problème dans le contexte de l'histoire de la Bretagne avant 1206 et dans les années postérieures, afin de comprendre le jeu complexe de la mouvance des seigneuries qui chargeaient des mains après l'occupation normande et bretonne de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant comme résultat de la victoire de la bataille d'Hastings en 1066. Mais quel est le cas de la maison de Lagoublé en Bretagne? Par conséquent, la famille d'où serait issu le seigneur de Lagoublé en Saint-Alban, en Côte-du-Nord, au début du XIIIe siècle, se trouvait entre ces deux vagues d'occupation par des familles nobles féodales provenant d'autres latitudes, ayant reçu des fiefs en Bretagne pour les services prêtés au roi de France et au nouveau duc de Bretagne. C'est cette version qui a été maintenue dans notre famille durant des siècles, de père en fils jusqu'à nos jours. Oui, or, il est important que dans le cadre de l'univers de lignages existant au début du XIIIe siècle, nous puissions avancer avec l'aide de l'héraldique, qui pourrait nous faciliter la compréhension des origines du lignage de Lagoublé. Pour voir plus clair, il convient que nous analysions les familles féodales qui se sont réparties des fiefs entre 1066 et 1206 et qui ont porté un fretté dans leurs armes afin d'essayer de comprendre mieux l'origine de la maison de Lagoublé. C'est particulièrement intéressant de constater le nombre important de ces lignages
qui possédait des terres nobles tant en Angleterre qu'en plusieurs endroits de la France, qui portait dans ses armes un fretté, en Bretagne ou en Angleterre, de gueules frettées d'argent, comme c'est le cas à la maison de Lagoublé. Nous avons trouvé un cas extrêmement intéressant, qui a été le cas du lignage Hanleston. En effet, en Angleterre, Sir Richard Hanleston portait en cette époque dans ses armes de gueules frettées d'argent au label d'or, bien que dans d'autres documents, le lignage Hanleston apparaît sans le label d'or. Lors du XIIIe siècle, nous retrouvons également John de Holston, qui portait dans ses armes de gueules frettées d'argent, tel que nous le décrit Annette Hanleston dans la page web dédiée à cette famille, où elle transcrit des documents où apparaissent des membres de ce lignage qui portent également de gueules frettées d'argent, arme connue depuis 1189 pendant la troisième croisade. Les armes de la maison de Lagoublé, que la maison de Lagoublé ont toujours portées, sont des gueules frettées d'argent de 6 pièces. Nous voyons les armes de Lagoublé reprendre des blessures additionnelles tout au long du temps, une coquille Saint-Jacques de Compostelle, une fleur de lys, une étoile en chef, une bande d'azur, et dans certains cas une bande de sinople avec des léopards ou un sauvage de support. Tous ces éléments héraldiques nous ont permis de comprendre d'où viennent certains des membres de la maison Lagoublé, cités dans les documents de l'histoire de Bretagne du XIIIe au XVe siècle, et de pouvoir les regrouper selon les fonctions qu'ils ont exercées ou les terres qu'ils ont possédées. D'abord, les armes du blason actuel, tel qu'il a été conformé par l'arrêt des mainmises et l'arrêt des maintenues de noblesse du Parlement de Bretagne du 13 juillet 1770, est comme suit: de gueules haut frettées d'argent avec une bande d'azur sur le tout et pour support deux léopards. Deuxièmement, parmi les armes les plus anciennes que nous avons trouvées aux Archives nationales de France, à Paris, ou dans les archives privées de la famille Lagoublé conservées au château de Nantois à Plenneuf, en Côte du Nord, en Côte d'Armor, sont à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle comme suit. D'abord, nous trouvons les armes de Guillaume de Lagoublé en 1371. C'est dans ces blassons les plus anciens que nous avons trouvés aux Archives nationales de France, à la collection Clérambault, qui se trouve au catalogue sous Guillaume de Lagoublé comme suite, mais fretté de 6 pièces avec une coquille en chef. Arme de Roland de Lagoublé, seigneur de la ville Blot, du 2 mars 1381. Sur un sceau existant à la ratification du traité de Guérande et dans l'hommage de Roland de Lagoublé, seigneur de la ville Blot, au duc de Bretagne du 2 mars 1381, nous apercevons un blason comme suit, fretté, porté par un sauvage en forme de losange. Ce sceau est admirablement conservé en cire rouge au double lac de parchemin. Sur les bordures, il est écrit de Lagoublé, en fretté de 6 pièces et par-dessus le buste d'un homme sauvage, avec les mains appuyées sur le bord supérieur de l'écu, soutenu par 2 léopards demi-couchés. L'écu est mis sur un champ sur lequel il y a une petite bande où apparaît le nom du lignage. L'acte de ratification contient 18 blasons et celui de Lagoublé est le 3e à partir de la droite. Le premier seigneur qui y apparaît est M. Pierre Tournemine sur de la Hunaudet. Nous trouvons aussi les armes d'Olivier de Lagoublé du 28 avril 1381. Il existe un sceau imposé par le traité de paix de Guérande du 28 avril 1381 d'Olivier Lagoublé au moment où il a rendu hommage au duc de Bretagne, comme nous l'avons vu.
Par conséquent, Pothier de Courcy se réfère dans son Nobilier de Bretagne aux armes de Guillaume de Lagoublé, qui portait une fleur de lys comme bressure, ce qui était confirmé par Don Maurice et Don Lobineau, mais que nous n'avons pu vérifier. Par conséquent, nous pouvons conclure que toutes les branches principales de la maison de Lagoublé portaient un fretté, et que tout au long du temps, ils ont ajouté d'autres bressures, telles que la bande d'azur, et quelques cas une fleur de lys en souvenir de services rendus au roi de France, et une coquille en souvenir des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec deux supports, et une coquille en souvenir des pèlerinages avec des supports de léopard ou des soutiens en sauvage, et une couronne de comte à la fin du XVIIIe siècle. Par ce recours à l'héraldique, nous avons pu établir l'ascendance immédiate de Sir John de Meaux, Melceau, seigneur de Lagoublé jusqu'à Nigel Halleston, étant celui-ci le premier à porter ce patronyme. De même, nous avons pu découvrir et établir le lignage antérieur de Halleston au sein du lignage de Lacy, d'origine normande, que nous ramène jusqu'à Herbert Ier de Vermandois, comte de Meaux, ascendant par ligne patrilinéaire de Jean de Meaux, seigneur de Lagoublé, époux de Béatrice Halleston. Par ailleurs, la reconstruction des éléments d'information disponibles à l'archive britannique, issus du Domesday Book, ont permis de construire l'ascendance paternelle de Sir John de Meaux, Melceau, seigneur de Lagoublé. Alors, nous avons aussi fait recours à la prosopographie et au droit féodal pour compléter cette découverte que nous avons trouvée dans les archives britanniques, dans le Domesday Book. Pour compléter les résultats obtenus par le recours à l'héraldique, la prosopographie nous a permis de comprendre, dans l'esprit du droit de la féodalité et des mentalités du moment, comment retracer certains lignages qui ne faisaient pas partie des noms patronymiques dans la liste antérieurement mentionnée. Dans la reconstruction des arbres généalogiques, nous comptons avec une source d'information de première main dans le Domesday Book, que nous avons eu la chance d'avoir pu consulter en ligne grâce aux travaux des érudits ayant dû traduire le document de l'ancien normand ou d'autres langues comme le latin, le français et l'anglais de l'époque, traduite en anglais moderne et accessible aux chercheurs contemporains. Philippe Auguste le décora du titre de baron, et c'est avec cette distinction qu'il figure dans les traités conclus entre le roi de France et Blanche, comtesse de Champagne. Voulant prévenir les dangers auxquels les faveurs du monarque pouvaient exposer son fils, la comtesse de la Ferté-Gaucher lui proposa de contracter alliance avec une femme digne de lui par sa naissance, ses qualités, son éducation. La comtesse fit un choix des plus heureux et lui présenta pour compagne Elvide de Dampierre et de Bourbon, troisième sœur de Guy Dampierre et de Bourbon. Philippe Auguste ne fut sans doute pas étranger à une alliance aussi bien assortie. Jean II, devenu l'aîné d'enfants de Jean de Montmirail, par la suite de la mort prématurée de Guillaume, eut à soutenir l'honneur des illustres maisons d'Oisy et de Montmirail. Il devint un des plus grands personnages de l'époque, fut l'ami de Louis VIII et de Saint-Louis, et prit une part très active à tous les événements de son temps. Nous sommes en 1214. La plupart des souverains de l'Europe, jaloux de la puissance toujours croissante de Philippe Auguste, forment une coalition pour l'écraser. Le roi convoque toute l'élite de sa noblesse et, soutenu par des contingents de communes de France, bat à Bouvines l'empereur Othon IV et ses alliés, les rois d'Angleterre, les comtes de Flandre, etc. Tout donne à croire que Jean II s'empressa de porter secours à son souverain avec tous ses vassaux,
des liaisons intimes avec la cour lui en faisaient un devoir plus qu'à tout autre. En 1215, les Anglais avaient appelé eux-mêmes Louis, fils de Philippe Auguste, au trône de Grande-Bretagne. Beaucoup de guerriers accompagnèrent ce prince quand il s'est rendu en Angleterre pour en recueillir la couronne et pour recevoir les serments des seigneurs anglais qui l'attendaient. Jean II ne manquait pas de lui suivre avec de nombreux vassaux. Mais il ne tarda pas à revenir en France avec Louis, qui ne put se maintenir sur le trône d'Angleterre. Or, le problème qui s'était toujours posé concernait Jean de Meaux, Melceau, seigneur de Lagoublé et comte de Messau, né en 1241 en Angleterre et décédé après le 7 septembre 1297. Pendant le XIXe siècle, les recherches avaient porté sur la toponymie de Messau, et nous avons trouvé plusieurs questions à ce sujet dans le connu bulletin des chercheurs et curieux. Cependant, cette démarche n'a pas abouti à aucune réponse avant qui n'avait pu permettre de savoir où se trouvait le fief des Messau en France. Nous avons repris cette question un siècle plus tard et suite à nos recherches dans les archives nationales britanniques, auxquelles m'a aidé énormément aussi mon cousin Loïc de Lagoublé de Nantois, aussi généalogiste de notre famille, nous nous sommes aperçus que de Melsa, prononcé par un Anglais, serait de Melceau. Par conséquent, le titre de comte de Messau avait été mal lu et l'on devrait dire en français comte de Meaux. Melsa était le nom utilisé en latin pour le monastère de Melsa, fondé en Angleterre au XIIIe siècle, dont les cartulaires conservaient ainsi l'indiquent, en opposition au nom en latin qui fut réservé pour le fief de Meaux en France, connu comme Melsis. À partir de ce moment-là, nous avons procédé à une recherche élargie à l'Archive nationale britannique et aux Archives nationales de France sur les traces du connétable de France, et connu comme le bienheureux Jean de Meaux, comte de la Ferté-Grouchy, vicomte de Meaux, châtelain de Cambrai, bisaïeul de Sir John de Meaux, de Melsa, seigneur de Lagoublé, qui étant veuve de son premier mariage avait eu un fils mentionné dans les documents de Domesday Book et connu comme Geoffrey de Meaux, né vers 1200, marié à Béatrice le Breton, fille de Jean le Breton, ce qui nous a permis de construire l'ascendance paternelle de Sir John de Meaux, Melceau, seigneur de Lagoublé. Bon, sur la base de ces résultats et des travaux qui ont pris grosso modo plus de 60 ans, j'ai écrit un livre pour le consacrer à la famille de Lagoublé et sur toutes les branches et qui s'est éteint de l'an 1013 à l'an 2013. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.